sommes le 1er juillet, ravis de vous retrouver pour le premier 20h du mois sur RTI 1. Bienvenue. Ce mercredi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu en audience à Paris le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Il a ensuite échangé en privé avec Franck Paris, conseiller Afrique du président français Emmanuel Macron. Le ministre Ahmed Bakayoko a reçu en fin d'après-midi les parents des militaires tombés à Kafolo pour leur exprimer la solidarité et le soutien du président de la République et de toute la nation. Ce sont 14 familles qui ont été reçues par le ministre d'État, ministre de la Défense. Du fait des inondations à répétition dues à la pluie, la Riviera Alabra dans la commune de Cocody est sous les eaux pratiquement à chaque saison pluvieuse. Les habitants sont à bout et appellent les autorités à agir pour une solution définitive. La maladie à coronavirus continue de faire chaque jour des victimes en Côte d'Ivoire comme ailleurs dans le monde. Ce mercredi, les autorités sanitaires ivoiriennes enregistrent 203 nouveaux cas positifs. Bonsoir à tous. Ce mercredi 1er juillet, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu à Paris en audience le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Maurice Kouakou Bandaman était accompagné par ses proches collaborateurs. Pour rappel, c'est le 4 mars dernier que l'ex-ministre de la Culture et de la Francophonie a été nommé ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en France, avec résidence à Paris, en remplacement de l'ambassadeur Charles Gomis. Après cette audience, le Premier ministre a reçu en privé Franck Paris, conseiller Afrique du président français Emmanuel Macron. À l'Assemblée nationale, la saison des pluies et ses dégâts s'invite au calendrier des députés. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le point des mesures urgentes en cours. Serge Coléa. Ce document d'orientation qui présente dans les détails la trajectoire budgétaire de l'État sur la période 2021-2023 vise à accroître l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures. Il ambitionne surtout de consolider la maîtrise des charges et de l'endettement public et de poursuivre la politique d'investissement. Il s'agit donc de renforcer la prise en charge de toutes les questions liées à l'enseignement, à la santé, aux équipements collectifs, aux différentes infrastructures. Je crois que ce sont des choses que nous allons poursuivre dans les années à venir pour consolider la compétitivité de notre économie. Les principales hypothèses qui sous-tendent la croissance économique prennent en compte la réduction de l'impact de la Covid, la consolidation de la stabilité sociopolitique et la poursuite des réformes structurelles. Ce type de débat-là, c'est de savoir, nous, comment est-ce qu'on va davantage affecter la ressource et la façon dont la ressource va être affectée, ça touche les populations au quotidien. Le budget de l'État pour l'année 2021 est projeté à 8 629 milliards de francs CFA. Il devrait s'accroître pour atteindre 9 129 milliards en 2022 et 9 916 milliards en 2023. Sur cette base, l'activité économique devrait afficher un taux de croissance annuel moyen de 6,5%. C'est une appréciation saine de l'évolution de notre économie. On a une économie qui a des capacités de production qui sont assez importantes, qui n'ont pas été entamées particulièrement. Donc il n'y a pas de raison pour que, dès que les choses se reviennent à la normale, que nous ne revenions pas au rythme que nous connaissions par le passé. Toutes ces données économiques et budgétaires présentées aux députés sont provisoires et pourraient connaître en cas de besoin quelques évolutions avant l'adoption du budget 2021. Voilà un reportage de Lanciné Bakayoko sur le budget 2021 projeté à 8 629 milliards de francs CFA. On s'intéresse à la saison des pluies et s'il y a une zone qui paye un lourd tribut à chaque saison, c'est bien la Riviera Alabra dans la commune de Cocody. Herman Guivet s'est rendu sur place et il a pu constater les difficiles réalités que vivent les riverains après le dernier passage des eaux. Ils n'en peuvent plus et appellent à l'aide. On a tout perdu, on a besoin d'aide. On a tout perdu, on a besoin d'aide. Tout le temps nous regarde. On a besoin d'aide. Voici tout ce qui reste du mobilier et autres affaires d'une famille après les fortes pluies précédentes. Ici, c'est la Riviera Alabra, quartier résidentiel. Et chaque année, à la même période, le cauchemar des riverains.
reste le même. Avec les mêmes causes, les mêmes effets et surtout les mêmes acteurs. L'on tente de récupérer ce qui peut être encore utilisé. C'est l'heure du grand nettoyage. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, structure sous la coupole du ministère de l'Insalubrité et de l'Assainissement, est à la tâche. Suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes, l'État nous a appelé rapidement de venir intervenir, enlever les objets encombrants, les ordures, les objets de famille et autres. Tout, nous sommes venus enlever tout pour aider les riverains. Les familles sont très contentes. Elles sont contentes, elles apprécient et la qualité de notre prestation. L'on note également la présence de petites mains, de jeunes volontaires venus aider les familles sinistrées. Ils étaient d'abord méfiants, mais ensuite, quand ils ont vu que nous sommes vraiment motivés et que nous voulons prendre action au sein de notre communauté, ils ont accepté notre aide. Donc, on les aide comme on peut, en nettoyant, en prenant action avec eux. Voilà. Les victimes, elles, semblent tout simplement dépassées par les événements. Vraiment, la situation, elle est pénible, difficile. On a tout perdu, tout, encore une fois. Depuis ce matin, les jeunes qui sont venus volontairement pour venir nous aider, faire des travaux, laver la maison et puis ils sont en train de nettoyer le gazon, et nous aider beaucoup. C'est que nous, on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Eux-mêmes sont venus nous aider pour faire. Vraiment, on est très contents de ce qu'ils ont fait. Aïda Koné, maîtresse des lieux, tient à nous montrer l'ampleur des dégâts causés par les eaux dans sa maison. Un bébé qui était de cette chambre-là, c'est celui. L'eau montait. Dès que j'ai soulevé l'eau a caché. Un bébé sorti in extremis des eaux, un peu comme l'histoire de Moïse, contée dans les Saintes Écritures. Comme ce bébé, une photo de mariage sauvée également des eaux. Bref, ici, nous sommes à la Riviera à Labra, quartier résidentiel. On a fait sortir notre mère par la fenêtre. Le sauveur de la mer, le voici, Bakayoko Anzumana. Il raconte. Je suis descendu sur la gare, le poteau là-bas, puis j'ai marché sur la clôture. Arrivé sur ce mur-là, le volume d'eau était tellement énorme, ça arrivait ici. C'est là que je suis venu trouver que la dame était avec sa maman. Sur le matelas, avec sa fille, ils ont attrapé la maman, elle ne pouvait pas sortir. Je les ai dit de la faire sortir par la fenêtre. Donc j'ai essayé de défoncer un peu la fenêtre pour la faire sortir. Je l'ai attrapée, la mettre sur mon dos. Puis j'ai marché sur la clôture pour aller avec elle, pour aller là, remettre aux autres. Et c'est après ça maintenant je suis redescendu venu sauver ces deux filles. Un autre héros des temps modernes. Pour sauver leur vie, les habitants de la maison ont dû gagner les hauteurs. Comme des centaines de riverains, les questionnements sur l'ambiguïté du lendemain restent les mêmes. On ne sait même plus quoi faire. On doit déménager, on ne peut pas partir. Parce qu'on part, on va où? On n'est pas en location de la maison. Les parents ont travaillé le jour pour acheter cette maison. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser cette maison et partir. On va où? Un véritable sentiment d'impuissance devant ce qui tend à s'inscrire dans le quotidien annuel des riverains du quartier à Labra. Selon Dame Koné, on ne pouvait qu'apercevoir la toiture des maisons, tant l'eau de ruissellement avait gagné en hauteur. Selon certains témoignages recueillis auprès de riverains, ce problème ne serait pas seulement lié aux questions de drainage, mais également à la conséquence de constructions anarchiques en périphérie de leur quartier. En attendant qu'une solution radicale porte ses fruits, on ramasse les ordures, on passe la serpillière, on déblaye, on chasse l'eau de ruissellement, tentative, peut-être désespérée, de redonner au quartier son lustre d'antan. Face à ces énormes dégâts et même les morts occasionnés par la montée des eaux, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le point des mesures urgentes en cours à l'Assemblée nationale. Serge Coléa. La pluie continue de faire sa loi à Abidjan et à l'intérieur du pays. Malgré les efforts déployés par les autorités compétentes depuis des années, à chaque saison pluvieuse, c'est la catastrophe. Face aux députés, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le tour d'horizon des ouvrages réalisés pour freiner les inondations. On retient que des centaines de milliards de francs CFA ont été injectés dans la construction
D'importants ouvrages, des opérations de déguerpissement ont été entreprises. Pourtant, les inondations restent d'actualité. Je suis donc devant vous au nom du gouvernement, en vue de rechercher votre appui et votre soutien pour la mise en œuvre des grands ouvrages et des schémas directeurs dans les villes du pays. Les financements sont quasiment disponibles pour la première tranche. À présent, nous devons mettre en œuvre avec toute la rigueur. Nous voulons que vous accompagniez le gouvernement dans la sensibilisation des populations. Car nous savons tous que des bâtiments, immeubles, cours communes, villas sont construits sans fosse septique, sans système de canalisation des eaux usées et pluviales, et souvent dans des zones non constructibles. Dans les jours à venir, des actions de grande envergure seront menées. Les dispositions urgentes qui seront prises très prochainement pourront paraître très sévères. Ces mesures seront contraignantes au regard de la période de la Covid-19 et de la saison des pluies, mais elles sont indispensables et irréversibles. L'Assemblée nationale promet de jouer sa partition. Les députés ont surtout appelé à une solidarité et à une forte mobilisation des membres du gouvernement dans ce combat contre l'anarchie qui n'a que trop duré selon les parlementaires. Un véritable drame pour les populations sinistrées. La Côte d'Ivoire a également vécu une autre période difficile. Le ministre Ahmed Bakayoko a reçu aujourd'hui, en fin d'après-midi, les parents des militaires tombés à Kafolo pour leur apporter le soutien de la nation. Abou Sanogo. Les parents des militaires et gendarmes tombés à Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso dans la nuit du 10 au 11 juin dernier, reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Il s'agit pour Ahmed Bakayoko de traduire à ces 14 familles éplorées le soutien et la compassion de la nation et du président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République m'a demandé de vous traduire la reconnaissance de la nation quand vous mourrez au service du pays, en mission commandée. La nation se doit de vous reconnaître cela. Et il salue leur mémoire. Certes, la douleur est grande, mais vous pouvez être fiers de vos enfants. Vous pouvez être fiers de ce qu'ils ont accompli pour leur pays. Ahmed Bakayoko annonce que ses familles attristées auront le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. L'État va continuer à vous aider, à aider vos enfants. Le chef d'état-major général nous a fait des propositions pour que nous puissions maintenir le bail de loyer jusqu'à une certaine période. Également, que nous puissions maintenir les salaires pendant une période, au moins jusqu'à la fin de l'année, pour que ce soit un soutien pour vos enfants et vos familles. Ces familles ont en retour exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Je voudrais dire sincèrement merci. Parce que dès les premières heures, le gouvernement n'a cessé de nous soutenir jusqu'à ce jour. Je voudrais, au nom de ses parents, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une cérémonie en hommage aux soldats tombés à Kafolo aura lieu ce jeudi 2 juin à la place d'armes générale du corps d'armée. Ouattara Paul Thomas Dakin, en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. La maladie à coronavirus continue de sévir et de mettre à mal les activités socio-professionnelles. De plus en plus, on apprend à vivre avec, tout en respectant les gestes barrières. Nous vous proposons tout de suite le point de la situation. En cette période particulière, la mobilisation de tous les moyens disponibles reste importante pour booster la lutte contre la maladie. Le gouvernement a octroyé 2 ambulances aux populations du quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué afin de faciliter la prise en charge et l'évacuation sanitaire des riverains. Aboulaye Konaté.
C'est un don qui va améliorer la qualité du suivi et la prise en charge des malades au niveau de Port-Boué. Le ministre Abdraman Cissé est revenu vers ses semblables les mains chargées en offrant 2 ambulances entièrement équipées. L'objectif du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et l'objectif du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est de veiller à l'amélioration des conditions de vie des populations. Qui dit amélioration des conditions de vie des populations dit bien entendu amélioration de la santé. Parce que sans santé, vous n'avez rien. Et c'est fort de cela que j'ai le plaisir aujourd'hui de remettre au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly les 2 ambulances que vous voyez ici. Une pour l'hôpital général de Port-Boué et une autre pour le centre de santé de Vindi, Zimbabwe. Ces 2 nouvelles ambulances viennent compléter les 2 autres offertes 4 ans plus tôt par le même donateur. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit d'un appui considérable à son département. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait pour la commune de Port-Boué au niveau des services de la santé et nous veillerons à ce que ces véhicules, ces ambulances soient utilisés de la plus belle manière. Dans ce domaine d'ambulance, le gouvernement fait de gros efforts. En moins d'1 mois et demi, c'est plus de 52 ambulances que le gouvernement nous a fait distribuer, nous a fait mettre à la disposition des établissements sanitaires et cela va continuer. Conformément au programme du gouvernement, l'hôpital général de Port-Boué sera entièrement réhabilité à partir de l'année prochaine. Mais d'ici là, des travaux d'urgence seront faits dans les plus brefs délais afin de soulager les populations. En marge de la cérémonie, plusieurs dons en vivres et non-vivres ont été faits par les 2 ministres. La Côte d'Ivoire enregistre ce 1er juillet 203 nouveaux cas de maladie à coronavirus. Les autorités sanitaires continuent d'appeler à la vigilance et au respect des mesures de sécurité. Pour l'instant, seul moyen d'échapper à la maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 1er juillet 2020, 203 nouveaux cas de Covid-19 sur 1824 échantillons prélevés, soit 11,1% des cas positifs. 108 guéris et 0 décès. À la date du 1er juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 702 cas confirmés, dont 4 381 personnes guéries, 68 décès et 5 253 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 57 774. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 9 702 cas confirmés, 68 décès. Le Ghana, 17 741 cas confirmés, 112 décès. La Guinée, 5 391 cas confirmés, 33 décès. Le Nigeria, 25 694 cas confirmés, 590 décès. L'Afrique du Sud, 151 209 cas confirmés,
Et l'Égypte, 68 111 cas confirmés avec 2 953 décès. Dans le monde entier, on enregistre 10 538 577 cas confirmés, 512 689 décès. Face à ces chiffres, c'est le monde entier qui est à la recherche du remède qui va mettre fin à la pandémie. Un essai de vaccin réalisé aux États-Unis donne des résultats encourageants. La société allemande BioNTech et le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer ont annoncé ce mercredi des résultats préliminaires positifs pour leur projet commun de vaccin contre le nouveau coronavirus sur 45 participants, des sujets de 18 à 55 ans qui ont reçu 2 doses à 21 jours d'intervalle, soit du vaccin, soit d'un placebo. Où en est la lutte contre le virus dans les activités quotidiennes ici en Côte d'Ivoire? Franck Ouadio nous propose les points clés du point presse quotidien du gouvernement pour ce mercredi. Point sécuritaire et sanitaire sur la Covid-19. En point d'orgue, la reprise des vols internationaux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, mais contexte sanitaire oblige. Toutes les précautions sont prises selon le directeur général de la SODEXAM, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Afin de garantir à nos passagers un parcours sain, les aéroports sont désormais dotés de dispositifs de lavage des mains, de dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique, de façades en plexiglas. Nous relevons cependant que des inquiétudes demeurent au niveau de l'obtention des autorisations de sortie. C'est la raison pour laquelle le ministère des Transports, en étroite collaboration avec les ministères de l'Intérieur et de la Santé, a mis en ligne un formulaire de déclaration de déplacement. Pour les informations complémentaires, le site du ministère des Transports www.transport.gouv.ci est recommandé. Les précautions d'usage pour prévenir la pandémie. Il en a été aussi question avec le maire de Ouragayo, ville du centre-ouest dans la région du Go. Les mesures barrières arrêtées par l'État ont été rappelées à la population. Nous avons eu plusieurs réunions, à peu près 28 réunions, avec toutes les couches sociales. Des dispositions, mais aussi un impact notable des mesures sur les activités des populations. Anthony Garou sollicite l'aide des forces vives, surtout dans le sens de la sensibilisation. Funérailles et diverses célébrations populaires ont encore la peau dure. Il faut, selon le docteur Edith Clarisse Kwasi, intégrer durablement les mesures barrières dans cette cité et même dans toutes les autres régions. Des données à l'image des perspectives nationales, la taille de l'échantillonnage étant croissante. C'est la conséquence de la forte circulation du virus, surtout au niveau communautaire, mais aussi le renforcement des capacités de dépistage et de diagnostic en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le taux de positivité oscille ces dernières semaines entre 17 et 30% des cas en dents de scie, avec une tendance générale à la baisse, et une létalité stable, moins de 1%, malgré l'augmentation constatée de cas de décès depuis le début du mois de juin 2020. Les forces de sécurité font leur part concernant l'isolement du Grand Abidjan. Axe Dabo-Grand Laou, axe Dabo-Sikinsi, kilomètre 64 autoroute du Nord, Azaguié et Guichenguié. Nous enregistrons 13 véhicules refoulés et 209 personnes refoulées pour défaut d'autorisation et tentative de contournement des postes d'observation. Nous enregistrons également 37 motos refoulées au checkpoint de Guichenguié à Beauville et kilomètre 104. Les conducteurs des 10 engins sont tenus d'être seuls sur leur moto. Interdiction stricte leur est faite de prendre à l'arrière une seconde personne sous peine de sanction. Généralement, nous constatons que la seconde personne à l'arrière est tenue de s'agripper au premier, ce qui crée un contact. Mais il y a du positif. Les acteurs du transport ont été salués pour leurs efforts. Seulement 125 véhicules mis en fourrière et plus de 400 masques distribués. Par contre, les entreprises publiques et privées, les kiosques et les sites de jeux sont appelés à plus de vigilance. La première session ordinaire du Conseil national du dialogue social pour la mandature 2020-2023 s'est ouverte en début de semaine. La structure a pour mission de promouvoir le dialogue social en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Première session du Conseil national du dialogue social pour la mandature 2020-2023. Les 54 conseillers, dont des nouvelles entrants, sont officiellement présentés.
Bernard Ndoumi, président du CNDS de 2016 à 2019, est reconduit à la tête de la structure. Ce dialogue social, c'est nous qui l'alimentons. Donc nous disons qu'il faut que tout se fasse par le dialogue. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des contraintes, mais c'est ensemble qu'on doit les définir. Travailleurs, employeurs et gouvernement. C'est ensemble. Et justement, le creuset où tout ça se passe, c'est le CNDS. Créé en 2007, le Conseil national du dialogue social a pour mission de promouvoir le dialogue social en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se réjouit de sa mise en place au regard des résultats déjà obtenus. J'ai pu noter la contribution combien de fois appréciable du Conseil dans le règlement de la crise de l'UGTCI, dans la gestion de la grève des fonctionnaires, dont l'issue heureuse a abouti à la signature de protocoles d'accord, l'un portant sur les revendications syndicales et l'autre relative à la trêve sociale. À cette première session, la crise du coronavirus est au cœur des travaux. Un webinaire sur le thème « L'impact de la pandémie de Covid-19 en milieu professionnel ». Et on se rend maintenant à Boaké pour un focus sur l'École nationale des sous-officiers d'active. Sa mission, depuis 42 ans, est la même, former des soldats professionnels. Après toutes ces années, que devient ce centre de formation d'élite? Répond-il toujours aux objectifs fixés lors de sa création? On y va avec Kader Sogodogo. L'École nationale des sous-officiers d'active de Boaké, ENSOA. On y entre pour être un soldat professionnel au service du pays. À sa création le 26 mai 1978, elle jouissait des mamelles nourricières de l'École des forces armées EFA qui forme des officiers. L'ENSOA, à partir du 27 novembre 1983, soit 5 ans après sa création, allait bénéficier de son autonomie. Son cœur de métier est d'assurer la formation générale de tous les sous-officiers dont l'armée a besoin. Sa mission principale se décompose en une formation initiale et une formation continue. Sa mission secondaire est la formation des spécialistes et des paramilitaires, police, douane, eaux et forêts, etc. Ici, à l'ENSOA, pour entrer, il y a 2 possibilités. On appelle le recrutement direct et le recrutement indirect. Semi-direct, j'allais dire. Le recrutement direct, c'est par voie de concours, c'est-à-dire on est un civil avec le BPC, niveau première, on passe le concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'active. Mais il s'est trouvé que ces 2 dernières promotions, sinon la dernière promotion, la promotion qui va bientôt sortir, ça a été un concours exceptionnel. C'est-à-dire c'était des spécialistes seulement qui sont rentrés. Des gens qui avaient le bac et qui étaient spécialisés dans des domaines spécifiques. Un emploi du temps minutieux. Le régime est militaire. Ici, on débute les cours à partir de 6h30. On commence d'abord par le sport. Le sport peut être fait d'un footing simplement, ou bien ça peut être fait d'un parcours de combattant, ou bien d'un TAP lourd. Et à l'issue du sport, on fait ce qu'on appelle généralement nos rassemblements. S'il y a des messages qu'on doit porter à la connaissance des différents stagiaires, on le fait. Et les cours proprement commencent à 8h30. 8h30 qui finissent à 12h30, ils prennent une pause et on reprend à 14h30 pour finir à 17h30. Les stagiaires sont regroupés en fonction de leur spécialité. Un tour à l'infirmerie. Un encadrement de proximité est fait pour les futurs infirmiers de l'armée. Ils font d'abord la formation commune de base, formation militaire que tout le militaire doit faire. Ensuite, ils ont fait un corps de troupes au sein de l'infirmerie ici, c'est-à-dire avec la formation, ils sont venus pour qu'on puisse voir déjà leurs aptitudes. On a pleinement conscience de sa partition. Il y avait une formation ancien infirmier. À l'issue de cela, ils ont lancé le concours et nous sommes venus à l'ENSOA. La formation militaire n'était pas du jeu. On nous a dosé pendant cette formation. On a appris beaucoup de choses. On a surmonté ce qu'on ne pouvait pas faire. Je suis un petit garçon aujourd'hui. Au parc auto, la mécanique est un domaine bien présent dans l'armée. Des cours sont dispensés.
En classe, le suivi est rigoureux. Nous sommes en train de dispenser un cours de tactique aux élèves. Le niveau il est très bon. Des stagiaires attentifs. Pendant le cours, ce que j'ai retenu, c'est les mesures à prendre pour pouvoir exécuter une bonne mission et aussi le matériel utilisé aussi lors de la mission. Un tour au stand de tir, écouter et verrouiller sa cible. Hommes et femmes ont le même régime. Il arrive même que la précision se conjugue au féminin. J'ai juste fait ce qu'on m'a recommandé pendant les cours et j'ai tiré. Mon objectif, c'est de ne jamais rater ma cible. L'École nationale des sous-officiers d'actifs, dans son fonctionnement, va connaître deux grandes dates. Le 3 mars 2005, le transfert de l'école de Bouaké à Daoukro avec une extension à Abidjan-Akwedo. Le 4 avril 2017, son retour à Bouaké sur les sites de l'EFA. L'ENSOA a 42 ans aujourd'hui. L'école a des perspectives pour son rayonnement. Le vœu le plus cher, c'est de voir cette école devenir une école d'excellence. L'école doit avoir un auditorium, avoir une salle informatique, avoir un labo d'anglais, parce qu'aujourd'hui, les hommes que nous formons sont systématiquement appelés à aller aux missions onusiennes. Et ces missions-là, la langue anglaise est mise en priorité. L'École nationale des sous-officiers d'actifs ambitionne également de devenir une école nationale à vocation régionale. Les autorités ivoiriennes travaillent dans ce sens. Sa devise reste la même, s'instruire pour ne pas subir. Dans le secteur de la communication également, on vise l'excellence. La deuxième édition de l'Ordre du mérite de la communication est prévue pour le mois de décembre prochain. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication a rencontré la presse pour plus de précisions. Franck Wadio. Bientôt la deuxième édition de la cérémonie de distinction de l'Ordre du mérite de la communication. Cette initiative de la tutelle décernant des médailles aux acteurs du secteur s'étant distingués par leur travail ou leur contribution au développement et à la promotion de la communication. En 2019, ils étaient 95 récipiendaires, 7 au grade de commandeur, 23 au grade d'officier, 35 chevaliers, sans oublier 30 bénéficiaires issus de l'administration. Pour cette édition, celle de 2020, 65 personnalités seront distinguées, dont 8 au grade de commandeur, 22 officiers et 35 chevaliers. Sont ciblés différents acteurs actuels ou passés, des journalistes et différents professionnels de la presse et de l'audiovisuel qui pourront faire acte de candidature, comme l'a annoncé face à la presse le directeur de cabinet du ministre de la Communication, Sidi Temoko Touré. Tout candidat au grade de chevalier doit être âgé de 30 ans au moins et jouir de ses droits civiques. Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de 5 ans au moins dans le grade immédiatement inférieur. Ça veut dire que celui qui a été décoré cette année dans le grade de chevalier ne peut prétendre au grade d'officier que 5 années après. Il faudra aussi que les candidats au grade de chevalier, d'officier, de commandeur aient au moins 5 ans de service effectif, n'avoir jamais subi aucune sanction disciplinaire. Ce sont là, entre autres, quelques conditions d'accès. Pour ce qui concerne les propositions de candidature, s'adresser par voie hiérarchique au ministre de la Communication ou au préfet de département. Et les dossiers doivent être disponibles au plus tard le 31 juillet 2020. Il est prévu la cérémonie de décoration au mois de décembre 2020. Pour toute information complémentaire, le site du ministère www.com.gouv.ci. Rappelons que le choix des dossiers des récipiendaires est la prérogative du Conseil de l'Ordre du mérite de la communication mis en place par décret depuis 2015 et qui est composé de 12 membres. Direction d'Imbokro avec le ministre de l'Économie et des Finances Adama Coulibaly qui a rencontré les communautés d'An et Oué de la région. Plusieurs sujets ont été évoqués. En première position, la participation à l'opération de révision de la liste électorale. Chaque connaît. Elles sont venues de toutes les contrées, mais pour des raisons de respect des mesures barrières, elles se sont faites représenter par leurs différents chefs et responsables. Elles, ce sont les communautés d'An et Oué, de la région d'Unzi.
Elles ont voulu marquer leur engagement pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, à la prochaine élection présidentielle. Un engagement salué par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP du NZI. Ce peuple est un peuple direct. Quand il choisit quelque chose, ils y vont. Moi, je crois que le soutien que nous avons reçu formellement de la part de ces communautés montre effectivement que cette communauté votera massivement pour notre candidat le mois venu. Pour le coordonnateur régional du RHDP, une victoire écrasante aux prochaines élections passe nécessairement par une participation massive des populations à l'opération de révision de la liste électorale. Il a par conséquent invité les deux communautés à en faire une priorité. Car pour Adama Coulibaly, le candidat au meilleur profit pour conduire la destinée de la Côte d'Ivoire reste le candidat du RHDP. Mais avant le vote, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'enrôlement, que les gens s'inscrivent sur les listes électorales pour pouvoir transformer en fait leur soutien et leur capital de sympathie en vote effectif le jour du scrutin. Pour la circonstance, Adama Coulibaly avait à ses côtés ses collègues coordonnateurs régionaux du NZI, à savoir la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, et le secrétaire d'État, Kofi Lataï. Pour revenir à l'actualité du moment relative à la crise sanitaire du Covid-19, le ministre de l'économie et des finances a exhorté les communautés d'Anhéoué au strict respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. Se faire enrôler sur la liste électorale, avoir sa carte nationale d'identité, des sujets au cœur des échanges du coordonnateur général de la team AGC avec des associations de femmes de la région du Lodjibois résidant dans la commune de Koumassi, Amadou Ouattara. Le coordonnateur général de la team AGC, Souleymane Touré, à la rencontre des femmes de plusieurs associations. Celles-ci sont plus de 300 de la région du Gor qui viennent ainsi d'adhérer au RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le coordonnateur général de la team AGC encourage donc ces femmes pour leur choix qu'il qualifie de judicieux. Souleymane Touré par la suite fait un tour d'horizon des chantiers en cours de réalisation par le président de la République et son gouvernement, dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En ce qui concerne la prochaine élection présidentielle, il demande aux femmes de Koumassi de se faire enrôler. Pour lui, c'est en s'inscrivant massivement sur la liste électorale que les partisans du RHDP pourront choisir Amadou Gon Coulibaly à la tête de la magistrature suprême au soir du 31 octobre 2020. La team AGC compte multiplier ses actions sur le terrain pour une sensibilisation afin d'amener la population, surtout les nouveaux majeurs, à s'inscrire sur la liste électorale. Les nouveaux majeurs du RHDP, à quelques jours de la date butoir du 5 juillet, ont reçu des timbres, 4500 en tout, qui vont leur permettre de se faire établir des certificats de nationalité et ainsi participer à l'opération d'enrôlement. Salima Toudia. 4500 timbres pour les nouveaux majeurs du RHDP. C'est un don du ministre Adama Diawara pour leur faciliter leur enrôlement sur la liste électorale. La cérémonie de cet après-midi consistait à leur fournir les timbres pour que tous ceux qui détiennent déjà un extrait d'acte de naissance et la photocopie de la pièce de l'un des parents puissent aller se faire enrôler et être effectivement sur la liste électorale et le 31 octobre 2020 pour qu'ils puissent aller voter pour notre candidat. Pour atteindre cet objectif, 20 coordinateurs ont été désignés pour assurer le suivi. Une chose est de dire nous nous battons pour conserver le pouvoir, une autre chose est de se donner les moyens de conquérir, enfin de conserver ce pouvoir. Et en l'occurrence, il s'agit de faire en sorte que tous nos militants, tous nos sympathisants et tous les indécis que nous pouvons attirer au RHDP puissent s'inscrire effectivement sur la liste électorale et aillent voter le jour de l'élection et voter bien. Les cadres du RHDP, notamment le directeur exécutif adjoint chargé de la jeunesse présent à cette cérémonie de remise symbolique, ont salué ce don du ministre Adama Diawara pour une victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle d'octobre 2020. À Sassandra, le ministre Philippe Légré opte pour la sensibilisation de proximité. Le coordonnateur régional du RHDP s'est rendu dans les gares et marchés de la ville où il a appelé les retardataires, surtout les nouveaux majeurs, à se faire enrôler sur la liste électorale. Sam Conan.
La prorogation de l'opération de révision de la liste électorale par le gouvernement, une occasion pour le coordonnateur régional du RHDP du Boclé d'appeler les retardataires, surtout les nouveaux majeurs, à s'inscrire sur la liste électorale. Philippe Légré et son équipe optent alors pour une sensibilisation de proximité. Il parcourt les gares routières et les marchés des villes de Sassandra et de Fresco pour convaincre les retardataires. Le nouveau majeur, c'est celui qui peut aller voter. Si vous ne vous enrôlez pas, eh bien, en octobre, là, vous n'allez pas pouvoir voter le président. On fait ça jusqu'au dimanche. Dimanche, c'est fini. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas fait encore pour il faut aller faire. On ne savait pas qu'on devait voter. Donc maintenant que nous avons appris les informations, nous les retardataires, ça va nous permettre de nous faire enrôler. Pour Philippe Légré, tout Ivoirien en âge de voter doit s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons déjà atteint l'objectif. Nous sommes déjà à 6383 nouveaux majeurs inscrits. Donc nous sommes à 11%. Cependant, le fait d'avoir prorogé le délai nous arrange parce que ça nous permet de venir encore auprès de nos populations pour leur parler de l'importance de l'enrôlement en ce qui concerne les élections. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'électeurs sur cette liste électorale pour voter notre candidat qui est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est le candidat du RHDP. Actualité oblige, le ministre Philippe Légré ne manque pas de rappeler les gestes barrières dans la lutte contre la Covid-19 aux populations, à qui il remet des cache-nez pour se protéger et protéger les autres. Même message et même objectif à Pricro, se faire enregistrer sur la liste électorale. La coordination régionale RHDP chargée de la jeunesse a investi le terrain. Abou Sanogo. Oukro, Ouélé, Mbayakro, Bonguera et Pricro sont les villes et localités visitées par le coordonnateur régional en charge de la jeunesse de l'IFU, Abdoul Awassa. Et il s'agit pour lui de mettre en ordre de bataille les bureaux départementaux de la région de l'IFU pour ratisser l'âge pour la victoire du candidat du RHDP Amadou Gon Coulibaly. À ces différentes étapes, il a invité les militants et surtout les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Nous sommes reconnaissants de nos 3-4 km de bitume que nous avons reçus ici à Pricro. Pour cela, nous avons décidé de nous engager corps et âme pour la victoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notre candidat. Cette tournée a été marquée par l'investiture des délégués départementaux et la remise de motos et de pagnes aux différents responsables des structures spécialisées. Des dons émanant du président de l'association des cadres du Centre pour le développement, le ministre Amédée Kouakou. Le coordonnateur régional de l'IFU, par ailleurs maire de la commune de Pricro, Ekra Kouakou Antoine, représentant le parrain de la cérémonie Jean-Claude Kouassi, directeur général de LBTP, a appelé la population à opter pour une politique de développement. Notre problème de société n'a rien d'autre que le développement, l'accompagnement, l'appui à nos parents. Le président Alassane Ouattara a trop travaillé. Il a trop travaillé. Et donc, nous nous engageons correctement pour Amadou Gon Coulibaly, qui a été choisi par le président Alassane Ouattara. Abdoul Awassa entend poursuivre cette tournée de mobilisation dans la région de l'IFU dans les semaines à venir pour sonner la mobilisation autour du candidat à la présidentielle du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. L'actualité internationale nous conduit à plus de 3900 km de la Côte d'Ivoire. Au Soudan, un an après la chute de l'ex-président Omar el-Béchir, les Soudanais descendent de nouveau dans la rue. Leurs revendications portent sur des réformes dans le pays et la justice pour les victimes du soulèvement populaire de l'année dernière qui a coûté son poste à l'ancien président. Plus de 240 manifestants auraient été tués durant la répression de ce mouvement populaire à l'issue du changement de régime au Soudan. Et puis en Algérie, la justice a rendu son verdict. L'homme d'affaires Ali Haddad, ex-dirigeant de la principale organisation patronale algérienne, détenu depuis mars 2019, a été condamné à 18 ans de prison ferme. Avec lui, plusieurs ministres liés à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika écopent également de lourdes peines de prison pour corruption. Un verdict à caractère politique, selon l'avocat de la défense qui annonce qu'il va faire appel. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci à tous de votre attention. À 23h, retrouvez Marine Cognan sur RTI 1. Bonsoir.